Cela fait désormais 16 mois et 24 Grands Prix que Yuki Tsunoda a rejoint la Formule 1 et pour l'instant, il faut le dire, c'est globalement un pilote assez à part sur la grille pour tout un tas de raisons. Soutenu par les programmes juniors de Red Bull et de Honda, il a eu le droit de remplacer DannyCat fin 2020 après une très bonne première saison de F2 qui le voyait terminer 3ème. Il devenait donc le dernier bijou en date du groupe Red Bull, un bijou qui allait devoir se tester dans l'écurie B AlphaTauri, et ses performances donneraient une réponse sous 2 ans, soit il avait le truc pour passer dans l'écurie A et pour compter vraiment en Formule 1, soit ce n'était pas le cas et il pouvait à ce moment-là partir à n'importe quel moment ou végéter sans grand intérêt comme certains autres avant lui. Et oui, tous les pilotes Red Bull qui montent ont cet immense défi face à eux, prouver et sortir de ce siège éjectable sur lequel ils ont été placés. Mais alors, comment s'en sort Yuki ? Depuis qu'il est arrivé, on a décortiqué chacune de ses performances dans les dépris, mais on n'a pas encore traité son cas en longueur dans une sorte de grand bilan. Alors qu'il attaque sa 2e saison, une saison clairement décisive car il joue sa place, c'est ce que je vous propose de faire. L'une des choses qui nous a frappé et inquiété avec Yuki Tsunoda l'an dernier, c'est une sorte d'inadéquation avec la Formule 1. Les mots sont forts, mais par moments, c'est réellement le sentiment qu'il nous laissait, je m'explique. Déjà, il y a eu une comparaison difficile face à Gasly, trop difficile même. On s'attendait à ce qu'un rookie se fasse battre, mais sur une grande majorité de la saison, ça a été assez violent, symbolisé par le 110-32 au classement. Au-delà du résultat brut, qui n'est pas si catastrophique que ça, on a surtout assisté à pas mal de moments ratés, avec des crashs notamment en qualif gênants comme à Imola ou au Castellet, des bêtises dommageables comme le double franchissement de ligne des stands en Autriche, ou encore des sous-performances assez récurrentes. Le problème, c'est que Yuki a saupoudré le tout d'un soupçon d'incompatibilité vis-à-vis de la F1. Le débat a commencé avec son attitude absolument agressive et débordante à la radio. Je pense qu'on s'en rappelle tous. Alors, qu'on soit clair, un pilote a le droit d'avoir son caractère et d'exprimer des choses à la radio. C'est cool qu'on ait plusieurs personnalités et qu'on n'ait pas 20 robots sans émotion, évidemment. Mais là, c'était complètement disproportionné et surtout contre-productif. Un Kimi Räikkönen, avec son expérience, son palmarès et ses 300 départs, il peut se permettre ce qu'il veut à la radio, mais un Tsunoda avec 0 Grand Prix et quand il doit tout à AlphaTauri, faire ça dès le début, c'est te tirer une balle dans le pied. Pour moi, cela révèle d'un trop-plein d'inconscience, comme s'il n'avait pas les codes pour se comporter et donc pour réussir en Formule 1, une sorte d'ovni. C'est finalement confirmé par sa mentalité, son style de vie et son approche vis-à-vis de son nouveau métier. Yuki n'aime pas s'entraîner, n'aime pas travailler, vit dans un dépotoir très loin de son équipe, a la flemme, met de la mauvaise volonté partout, n'est pas au bon niveau d'exigence physique. Sincèrement, même moi j'étais presque plus F1 compatible que lui, on faisait face à un pilote beaucoup trop en décalage avec ce qu'il faut pour réussir en Formule 1. Et sachez qu'il ne s'agit pas là d'une analyse personnelle facile et suffisante, mais bien de la réalité. Les faits et les analyses l'ont montré, et puis surtout, Yuki et l'équipe l'ont avoué. On se rappelle de lui disant qu'il ne comprend pas pourquoi l'équipe l'a gardé, preuve qu'il revient de loin. Il a aussi dit que Franz Tost, son patron, était en meilleur état physique que lui. La comparaison avec les débuts de Zhou montre une énorme différence. Dans l'implication et l'état d'esprit, le chinois ressemble carrément à un pilote de Formule 1. L'approche est exactement la bonne et c'est celle que n'avait pas Yuki en arrivant il y a 1 an. Ses débuts ont donc été très compliqués, il semblait y avoir une inadéquation entre le pilote et la catégorie. Et puis, dans un second temps, le japonais s'est calmé. Il a appris de ses erreurs, il a modifié son comportement, les incrustations radio fracassantes ont disparu, il a déménagé en Italie, il a intégré de plus en plus d'éléments. En bref, il s'est rapproché de ce que doit être un pilote de Formule 1.
Sportivement, les crashs ont disparu, le calme et le travail sont devenus ses moteurs, et il a même commencé à avoir des superbes temps en essai. J'ai le souvenir qu'il trustait les top 10, voire mieux, tous les vendredis sur la seconde partie de saison. Ok, c'est très bien, mais c'était pas suffisant. Tsunoda, même avec la bonne approche, était trop loin. En Hongrie, sa 6ème place est bonne sur le papier, mais en réalité, la boîte que lui colle Gasly est immense et le spin à la fin montre tout le chemin à parcourir. Malgré ses progrès et cette meilleure approche, on ne voit pas vraiment quelque chose se concrétiser sur la piste, la preuve étant qu'il ne score qu'une fois sur les 9 courses après la Hongrie, et c'était aux États-Unis, un circuit où l'AlphaTauri avait l'air vraiment très à l'aise. Yuki est trop loin de Gasly, certes, mais des points, de jouer quelque chose lors d'un week-end, et donc plus globalement d'être un pilote de Formule 1 qui compte. Même les bons week-ends, eh bien ça ne suffit pas et ça reste assez bof. Il a clairement l'excuse de son inexpérience, d'un plateau très costaud et du temps nécessaire d'adaptation, mais cela va au-delà de ça. L'impression laissée est très moyenne, on ne se dit pas qu'il n'a rien à faire là, en tout cas loin de là pour une grande majorité d'entre nous, mais on ne se dit pas non plus « Ah tiens, ce pilote il a un truc, je suis quasi certain qu'il va devenir un pilote de F1 super solide, voire mieux ». Personne ne se dit ça, alors que normalement, chez certains rookies, on arrive à sentir ce genre d'éléments. Pour moi, ce qui le symbolise le mieux, c'est son week-end en Australie. Il n'est pas vraiment si loin de Gasly, la comparaison n'est pas honteuse, sa performance en elle-même n'est pas une catastrophe, il ne fait pas tâche, il travaille bien, mais tu l'oublies presque, la performance laisse indifférent, il est trop court, il lui manque plusieurs petits éléments pour compter réellement dans ce plateau. Tu te dis que ça le fait pas encore. Pourtant, et c'est important de le rappeler, on ne peut pas faire à Yuki Tsunoda un procès pour défaut de compétences. Les catégories juniors sont certes difficiles à évaluer et on peut trouver d'autres jeunes plus forts que lui, évidemment, mais il faisait clairement partie de ceux pour qui un passage en Formule 1 était loin d'être une anomalie. Il a fait ses gammes au Japon et y a remporté la F4 au bout de 3 ans, ce qui lui a valu le soutien de grandes infrastructures, dont Honda, et un ticket pour l'Europe. Il atterrit direct en Formule 3 et quand il faut généralement 2 ans minimum pour performer, il réalise une très bonne 9ème position avec une Genzer, une voiture généralement moyenne. En parallèle, il fait 4ème d'Euroformula en gagnant une course. La montée en Formule 2 est directe et ça fonctionne. Je me rappelle qu'il aurait dû gagner dès sa 3ème course en Styrie sans un souci de radio. Il termine en tout cas 3ème du championnat, en étant rookie, on le rappelle, et si on exclut les 2 premiers rounds du championnat, eh bien il aurait été champion, preuve que la perf a été là. Bim, le voilà en Formule 1 avec Red Bull et Honda à fond sur lui, 18 mois après avoir quitté la F4 au Japon. Voilà, en termes de niveau, de talent, ça se place là. Personne, ou quasiment personne, n'est capable d'un tel parcours. D'ailleurs, aucun jeune Red Bull actuellement ne parvient à décoller clairement, à sortir du lot. Yuki, lui, a su le faire, c'est carrément à mettre à son crédit, ce n'est pas anodin. Et puis, il faut se rappeler de comment il a débarqué en Formule 1. À Bahreïn, il se retrouve 15ème à la fin du premier tour, puis va mener une remontée fantastique avec des dépassements osés et des combats face à des pilotes comme Alonso. Alors certes, l'AlphaTauri avait un rythme de feu ce week-end-là, et Gasly l'aurait montré sans son souci au départ. On a aussi un DRS qui facilite pas mal les dépassements, mais arriver en Formule 1 direct et proposer cette performance, c'était carrément impressionnant. Je me rappelle m'avoir revu la course dans son on-board après, et m'être dit que peut-être qu'on avait là un problème, dans le sens où on avait peut-être là un nouveau, grand talent du futur. Et puis il y a eu d'autres moments de brillance, regardez Abu Dhabi, il se qualifie devant Gasly, reste devant lui tout le temps, est en permanence dans le top 10, et avec cette fin de course va chercher la 4ème place. On peut aussi citer plusieurs moments sur la 2ème partie de saison, que ce soit quelques tours, quelques dépassements, quelques chronos, où on s'est vraiment dit « Ah, voilà, ça c'est le Yuki talentueux qu'on avait dans un coin de notre tête ».
Tout ça pour dire que malgré le fait que pour l'instant on n'est pas vraiment quelque chose à se mettre sous la dent en Formule 1, eh bien on sait au fond de nous que Yuki a du talent, on avait donc parfois le sentiment de ne pas avoir rencontré le vrai Tsunoda. Et aujourd'hui alors, où en est-on ? Eh bien déjà, comme on l'a dit, ça va beaucoup mieux au niveau de l'implication et de l'approche. Yuki est un pilote de F1, les soupçons d'incompatibilité sont dispersés, en tout cas pour moi. Avec du recul, on se rend aussi compte que son arrivée en Formule 1 a peut-être été trop brutale. Il y avait trop de choses à accumuler d'un coup quand on l'a dit, 18 mois avant, il était en Formule 4 au Japon. Voilà, clairement ça fait beaucoup, surtout quand on connaît la difficulté d'arriver dans cette catégorie monstrueuse qui n'a rien à voir avec les autres, surtout avec les voitures compliquées de l'an dernier, toute la technologie, etc. En bref, on peut lui trouver encore plus de circonstances atténuantes avec du recul. Et puis, son année rookie, si elle ne nous transporte pas au 7e ciel, évidemment, eh bien elle ne comporte rien d'alarmant ou de problématique. Il n'y a pas de red flag, de trucs où on se dit « Ah ouais, non, là, vraiment, ça va pas », contrairement à Mazepin, par exemple, au hasard. Et là, il repart de zéro vis-à-vis des autres sur de nouvelles machines, l'expérience vient doucement, il travaille, il a changé plusieurs choses, et les résultats, eh bien, sont visibles. Il arrive à être plus proche de Gasly, notamment en qualif, où il l'a déjà battu cette année, il ne s'est pas craché une seule fois, si je ne m'abuse, je ne l'ai pas entendu une seule fois dire quelque chose de négatif, je ne l'ai pas vu se tromper. On a l'impression qu'il intègre tous les éléments petit à petit et qu'il a purifié sa performance, on pourrait dire. À Bahreïn, sa qualif est ratée, mais ensuite il nous gratifie d'un rythme qui le remonte du 16e au 8e rang sans qu'on y prête vraiment attention, signe qu'il commence à faire partie des meubles. À Jeddah, il ne peut pas courir ni en qualif ni en course, mais on ne l'entend pas pour autant. À Melbourne, bon, c'était pas top, on a ressenti l'effet plafond dont on parlait dans la séquence d'avant et qu'on sentait l'année passée, mais c'était aussi ses premiers tours de roue sur ce circuit. Et puis à Imola, eh bien il nous a peut-être sorti sa meilleure performance en Formule 1. Devant Gasly, sans rien à redire, en qualif et sur tout l'ensemble du week-end, et ce avec une voiture compliquée. Dans le sprint, il gagne 5 places, au départ de la course, il est poussé 2 roues dans l'herbe, mais il garde le contrôle. Ensuite, il mène sa barque et va chercher 2 beaux dépassements au final pour scorer 6 points et être devant Pierrot au classement après 4 courses, même si l'abandon mécanique de Bahreïn fausse les scores. Un excellent week-end donc, sûrement son plus complet et son plus fort en Formule 1. Je ne dis pas que c'est le paradis, qu'il a prouvé aux haters qu'ils avaient tort et que ça y est, c'est bon, on a ce qu'il nous faut pour qu'il reste en Formule 1 pour toujours, certainement pas, mais j'ai l'impression de lire une continuité comme si les choses étaient en train de s'aligner et de se mettre en place. Serait-il en train de récolter les fruits d'une deuxième partie de saison 2021 beaucoup plus propre et beaucoup plus appliquée, où il a changé beaucoup de choses et appris énormément ? Eh bien oui, en tout cas c'est ma théorie. Il est également sur la lancée d'Abu Dhabi, on en a parlé toute la fin de saison dernière, il progressait, mais il allait avoir besoin de gros points pour le valider sur le papier et se lancer correctement sur la suite, il l'a fait, et clairement la théorie se confirme. Et le voilà désormais avec un début de saison sans ennui, sans erreur, sans doute, avec des points, avec des performances souvent solides, et désormais, depuis le week-end dernier, sûrement une performance référence. Ouais, le Tsunoda 2.0 est arrivé. Il est lancé vers le juge de paix qu'est cet exercice 2022 qu'il doit absolument réussir, au risque sinon de perdre sa place. C'est cette année qu'il doit montrer qu'il est F1 compatible et que son contrat doit être renouvelé. On sait déjà à 95% qu'il n'ira pas chez Red Bull en 2023. L'enjeu de cette saison, c'est donc de prouver qu'il mérite une 3e saison chez AlphaTauri, à la place d'un des petits jeunes de Formule 2. Clairement, en ce moment, il est en entretien d'embauche et il dit « Voici pourquoi vous devriez me garder moi plutôt que de tester un autre ».
Dans cette équation, il n'a pas toutes les cartes entre ses mains. Clairement, si Auger, Vips ou un autre se met à tout casser en Formule 2, il est mal, mais s'il arrive à montrer suffisamment de qualité, à prouver un tas de choses et surtout qu'il peut être un pilote de Formule 1 solide et qui compte tous les week-ends, voire peut-être mieux dans le futur car on sait que son talent, eh bien, il est bien présent, eh bien, il peut réussir ce défi et c'est ce qui se joue en ce moment même sous nos yeux. Je dois avouer, et vous l'aurez peut-être senti à certains moments de mon récit, que j'étais assez pessimiste concernant l'avenir de Tsunoda depuis le milieu de saison dernière. Je faisais pourtant partie de ceux qui reconnaissaient son talent et je ne lui tirais pas dessus à boulet rouge, absolument pas, mais je me disais que sur ce siège éjectable qu'est le deuxième siège AlphaTauri, vu le retard qu'il avait eu à l'allumage, vu les soucis qu'on voyait, vu le plafond qu'il semblait heurter, vu la concurrence, vu comment ça va très vite en Formule 1 et a fortiori chez Red Bull, bah ouais, je me disais là, ça va être très compliqué. Du moins, je faisais le constat qu'il lui restait très peu de temps pour inverser la vapeur et qu'il fallait l'inverser grandement. C'était là, maintenant, qu'il devait retenir notre attention pour qu'on se dise « Ah, attends, peut-être en fait que... Eh bien, je crois qu'on y est, ça y est, Tsunoda est en train de commencer sa mue vers ce pilote qui potentiellement peut rester en Formule 1. Il faudra désormais confirmer, évidemment, et continuer de monter les paliers un à un le plus rapidement possible, mais pour la première fois, je lis quelque chose qui a beaucoup d'espoir en Yuki Tsunoda. Je me dis qu'il peut réussir ce grand défi que je ne le voyais pas forcément relever il y a quelques mois. Voilà donc comment je résumerai son passage en Formule 1 jusqu'ici. J'ai tenté d'être le plus droit possible et on en arrive à la conclusion, eh bien qu'on est pile au moment du tournant, que les choses peut-être se mettre en place et que peut-être il peut le faire. C'est aussi pour ça que j'ai choisi ce moment pour sortir cette vidéo là. Il s'agit maintenant de poursuivre la dynamique et d'emporter les esprits vers une prolongation. Voilà. Peut-il y arriver? Quel est son avenir en Formule 1? J'ai hâte de vous entendre sur ce sujet dans les commentaires. Et évidemment, on le suivra à chaque des prix avec une attention particulière. Et je n'exclus pas de refaire des points plus détaillés sur son cas dans la saison, car il est l'un des pilotes qui est sur un siège éjectable. Et donc, il est l'un des destins les plus intéressants à suivre de près. Bien, tout en vous remerciant de votre soutien, je vous encourage au like, au partage et à l'abonnement pour soutenir la chaîne clairement. J'espère que la vidéo vous aura plu, à très vite pour des prochaines. On se quitte avec Enzo Ferrari qui reste persuadé que Tsunoda a perdu quelque chose à la Variante Alta en 2021 et que c'est à cause de ça que Leclerc s'y est planté en 2022. Presque complotiste le Enzo. À bientôt.